Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un numéro de Lino Café. Ce matin avec moi un grand ami, Mohamed Barada. Bonjour Sidi Mohamed. Bonjour Lino, je suis content de te retrouver, ça fait longtemps. C'est vrai, nous sommes deux incorrigibles. Et puis ce qui est grave, c'est que tu as tes bureaux à quoi? Peut-être à 100 mètres de la radio, on m'a dit. Oui, rien de plus dur que de traverser pour venir te voir. Alors, je vais te dire un truc, traverser l'avenue des Phares aujourd'hui, de 8h du matin à 8h du soir, c'est un gymkhana. Hein. Oui, j'ai été à gymkhana pour traverser n'importe quel boulevard à Casablanca, mais en particulier celui-là. En particulier celui-là. Si Mohamed, on va commencer par Oujda, ton enfance. Eh oui, nostalgie. Tu es né à Oujda? Je suis né à Oujda. Tu es né à Oujda. Tes parents sont oujdi aussi? Mes parents sont, maman était Fès, mon père est d'Oujda. Il fait des rencontres sportives puisqu'il était trésorier du MCO, on en parlera quand on parlera de sport aussi. On va parler tout à l'heure après de son penchant pour le MCO. C'était un grand fan de l'équipe. Je ne peux pas être avec toi et ne pas penser football et penser MCO, bien sûr. Oui. Dar el-Bacha, ça évoque quoi en toi? Dar el-Bacha. Dar el-Bacha, c'est en face de chez moi. Nous habitions dans un quartier qui fut un quartier très chic à l'époque, ça s'appelait le Qsba d'Oujda. Et nous étions en séquence. C'est où exactement? Tu situes un peu pour les non-Oujdi? Les Oujdi, ils savent bien parce que le Qsba n'a pas changé. C'est à côté, tu rentres par Bab el Gherbi, c'est à côté de l'école qui s'appelait l'école sidizienne d'Oujda, l'école où sont passés les Ahmed Osman, les Abdelaziz Bouteflika, moi-même bien sûr, et plein d'autres. Enfin, c'était à une époque la seule école d'Oujda, l'école sidizienne. Ben, j'étais à 50 mètres de l'école, en face de Dar el-Bacha, qui était la résidence du Pacha d'Oujda, qui était l'autorité, la première autorité de la ville, c'était le Pacha, on était juste en face. Ouais. Alors quand tu es enfant, tu as vécu évidemment les dernières années du protectorat, hein? Bien sûr. Hein? Et puis tu disais qu'il y avait des fêtes parfois dans cette résidence-là et... Oui, il y avait des fêtes pendant le protectorat. Ça avait frappé ta jeunesse? Oui, écoute, à cette époque-là, moi je faisais l'école sidizienne, comme tu sais, mais je faisais en même temps l'école des enfants de résistants ou de patriotes. À l'époque, on appelait Mdrashat al-Mshrafi, qui était l'école des nationalistes. Les enfants de nationalistes, on nous éduquait, on nous donnait des cours d'éducation civique et surtout l'éducation de la langue arabe. On apprenait la langue arabe parce que à l'école sidizienne, l'école d'Oujda, on faisait surtout le français et pas l'arabe. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir par la suite une culture un peu bilingue, si vous voulez, français et arabe. Grâce à cette école justement, où pendant le protectorat, on avait la chance d'aller étudier la langue arabe. Alors tu te souviens de cette école évidemment, tu te souviens de tes premiers instituteurs? Bien sûr, il y en a quelques-uns il y a Madame Roué, qui, bon, ils étaient tous français. Il y avait un seul qui n'était pas français, c'était M. Atif, il était algérien. Il n'y avait pas d'instituteur marocain dans cette école. C'était ou français ou algérien. Et voilà, c'est une école où j'ai passé 5 ans de ma vie. 5 ans de ta vie? 5 ans de ma vie. C'est une école que je vais, quand je fais mon pèlerinage à Oujda, de manière... Elle existe toujours? Pardon? Elle existe toujours, évidemment? Elle existe toujours, elle n'a pas beaucoup changé. Ni elle, ni ce quartier d'ailleurs. Tu as de la chance, toi, parce que j'ai eu Ali Hassan il n'y a pas longtemps, il m'a dit que son école à Millet avait totalement été bouleversée. Donc, ouais, moi c'est presque un monument historique cette école. Et l'école, et il y avait une caserne en face qui est restée, bon maintenant il y a une espèce de centre culturel ou je sais pas quoi, mais le bâtiment en face qui abritait, on appelait l'état-major, ça s'appelait comme ça. Donc ça n'a pas changé et tout le quartier, si tu veux, c'est un quartier monument. Et il n'a pas changé, pas beaucoup. Moi, je me rappelle, il y a la même fontaine, sauf qu'il n'y a plus le gazon, il n'est plus vert le gazon, il n'y a plus le petit jardin, il n'y a plus le Pacha, bien sûr. Oui. Enfin, Dar el-Bacha existe toujours. Oui. Alors, le secondaire? Le secondaire, c'est collège Abdelmoumen. Là aussi, on n'avait pas le choix, il n'y avait qu'un collège. Le collège Abdelmoumen, où il fallait faire de la 6e jusqu'en terminale, jusqu'au BEPC, puis il fallait aller à l'école Omar Ben Abdelaziz pour faire le bac. À l'époque, c'était, comme tu le sais, le bac première partie et le bac deuxième partie. Première partie, deuxième partie, évidemment. Oui. Et puis voilà, donc le collège Abdelmoumen, là aussi, c'est comme l'école primaire. C'est un collège où sont passés d'illustres ministres marocains.
C'était le collège, il était célèbre d'abord parce que non seulement c'était le seul collège d'Oujda, mais c'était le collège de l'Oriental. C'est-à-dire, vous savez, Oujda c'était un peu enclavé, c'était très loin, la ville la plus proche était Fès. Mais de l'autre côté, la ville la plus proche était Tlemcen. On était à 60 km d'une très belle ville qui s'appelait Tlemcen, qui était algérienne, et d'une très belle ville qui s'appelait Fès, mais qui était à 350 km. Ouais. Seulement les kilomètres, c'est pas comme aujourd'hui, avant pour faire Fès, il fallait 10 heures de voiture. Ouais. Pour faire Tlemcen, il fallait 2 heures de voiture. Disons qu'on connaissait aussi, nous, Oujdi, de l'époque, nous connaissions beaucoup plus cette partie de l'Algérie que la partie orientale du Maroc. Est-ce que tu as des camarades de classe que tu revois parfois? Oui, il y en a. Du collège, enfin du lycée? Attendez, le collège, vous savez qu'en 63, il y avait la guerre des Sables. Ouais. Et moi, à cette époque-là, j'avais eu mon bac et j'avais en même temps fait un diplôme d'arabe classique. J'ai enseigné, j'ai fait 2 années de prof d'arabe d'ailleurs dans le lycée français d'Oujda, le lycée de jeunes filles. C'était un passage simplement en attendant de partir en France pour obtenir une bourse. Et donc T'as pas été à Rabat, t'as pas fait le HM aussi? Oui, j'ai fait l'Institut des hautes études marocaines. J'ai fait à Rabat. C'est avec ce diplôme que j'ai pu faire donc enseignant, prof dans un lycée français d'Oujda. Et les gens qui étaient avec moi à l'époque au collège, je les ai retrouvés par la suite. Il y en a qui sont dans le Palais Royal actuellement, des amis de classe. Il y en a qui sont des hauts fonctionnaires en Algérie. Il y en a plein qui ont réussi, comme toutes les générations. Il y en a qui sont partis déjà. Puis ouais. Je retrouve avec plaisir quelques-uns. Ouais. Toi aussi, de ceux qui disent, tu es de ceux qui regrettent évidemment la fermeture des frontières? Moi, peut-être un peu plus que les autres, parce que comme je t'avais dit, j'avais enseigné 63, 64, et les élèves du collège des jeunes filles étaient à 80% algériennes, les filles. Elles sont parties donc dans cette guerre, elles sont installées en Algérie, et je connaissais les familles. C'était des familles très connues, les familles algériennes d'Oujda. À cette époque, on ne savait pas si on était marocains ou algériens. Enfin, les Algériens étaient marocains, les Marocains étaient algériens. Importé, oui. Et puis j'ai par exemple des amis dans la même famille, le frère qui est marocain, l'autre frère qui est algérien. Et donc on nous posait la question, est-ce que vous êtes marocain ou algérien? On ne savait pas, souvent on ne savait pas quoi répondre. Ouais, c'est un petit peu comme nous au Roche-Nord, on ne savait pas si on était portugais, espagnol, français, marocain ou maltais. Moi j'ai mis du temps pour savoir que c'était l'Italie là-bas plus que l'Espagne, quoique c'était plutôt un quartier espagnol. Ouais, c'était un petit peu le quartier latin, quoi. C'était le quartier latin. Avec les universités en moins, bien sûr. Il y avait une université de la vie qui était pas mal quand même. C'est vrai, il y avait une vie bien. Moi, je me rappelle, j'étais venu te voir d'ailleurs. Tu m'avais indiqué que c'était pas loin de l'église. Ça s'appelait Zoubeir El Awam. Zoubeir El Awam, ex-rue Jeune Andra, oui. Voilà, c'est ça. J'étais venu te voir dans ce quartier, qui était un très beau quartier. Comme tous ces quartiers où nous sommes nés, il nous semblait que c'était les meilleurs quartiers du monde. Parce que nous sommes tout simplement liés, parce que nous avons dans notre nostalgie, ça nous rappelle une partie de notre vie. Et c'est pour ça qu'on reste très attaché à ces quartiers-là. C'est vrai, c'est parce que une notion qui existe de moins en moins aujourd'hui. Je ne sais pas si aujourd'hui un jeune peut dire le plus beau des quartiers du monde, c'est mon quartier. Tu vois, ils le disent encore les jeunes aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils s'identifient à un quartier, les jeunes aujourd'hui? Je vais te dire non, parce que les jeunes d'aujourd'hui d'abord ne sont pas aussi sédentaires que nous l'étions. Notre maison d'Oujda, où nous avons habité depuis les années 1900, peut-être mon grand-père est là-bas, mon père, mes oncles et tout ça. Je suis parti à Oujda, par exemple, en 2000, presque un siècle après que mes aïeux aient habité là-bas. Je trouvais cette méthode, de toute façon, la façade est la même. Les jeunes d'aujourd'hui, je crois que s'ils revenaient dans le quartier de leurs parents, où ils avaient vécu il y a plus de 50 ans, ils ne vont pas retrouver le même quartier. Les quartiers changent aujourd'hui. C'est des petits immeubles qui deviennent des gratte-ciel, ou presque des immeubles modernes. Les gens qui habitent dans des quartiers modernes, c'est des gens qui changent constamment, parce que les villes changent, il y a une mutation. Gens. Nous, on était habitués, quand on est dans une maison, on y reste jusqu'à ce qu'on crève. C'est-à-dire qu'il y avait une animation dans le quartier, peut-être pas aujourd'hui. Bon, il est vrai que quand tu étudies secondaire, tu changeais de quartier, tu allais en ville ou tu allais ailleurs, évidemment, mais tu revenais le soir. Ceux qui travaillaient aussi à l'extérieur, je parle des Rochers, il y avait qui travaillaient à Insba ou qui travaillaient à Mohamedia. De toute façon, après le soir, quand ils revenaient, tu avais le club. Hein,
Très important. Tu sais, Lino, je vais te dire une chose. Moi, je me reviens des voisins. Par exemple, aujourd'hui, j'habite à Casa, dans un quartier. Je ne connais pas mes voisins du tout. Ça fait 20 ans que j'habite. Je les connais à peine. Bon, il faut dire que je sors très tôt. Ils dorment encore. J'arrive très tôt. Ils ne sont pas encore rentrés. Donc, il faut qu'il y ait un deuil dans le quartier pour qu'on soit. Et que le type me dise, ah, c'est pas grave, c'est moi qui habite juste en face de. Ah, c'est une occasion malheureuse. Enfin, une occasion pour vous rencontrer. Je n'ai jamais eu. À Kaoujna, on connaissait bien les voisins. On ne les connaissait pas parce qu'il y avait des fêtes ou des mariages ou des deuils. Mais on les connaissait parce que c'était les voisins. La relation humaine qui existait était autrement plus profonde, plus sincère, plus nette, plus transparente. Et donc, quand tu dis je me souviens de ma maison, je me souviens de mes voisins. Parce qu'ils ont fait la même école que moi, parce qu'eux aussi, leur maison est restée intacte. C'est-à-dire là c'est ce qu'on a pris de mauvais du côté occidental, quoi. Oui, on était très bien quand on était dans ces maisons, parce que on nous disait que c'est une maison où tu es né, où tu vas crever. C'est des maisons où on était là pour la vie, pour l'éternité. Bon, moi je fais partie des gens qui ont déménagé après le bac. J'étais parmi la première génération qui quittait. Les gens n'arrivaient pas au bac, ou quand ils arrivaient au bac, ils étaient tout de suite employés. La plupart des gens d'Oujda, quand ils terminaient le collège, ils devenaient soit cheminots, soit policiers, donc ils restaient dans la même maison aussi. Ce matin, je suis avec Mohamed Birada, donc on était à Oujda, donc Dar el-Bacha, puis son premier contact avec la vie scolaire, l'école primaire, le collège, le lycée, et Léo Ferré, alors avec le temps, ça te rappelle quelque chose cette chanson-là? Ben, Léo Ferré, c'est comme cette vieille maison où j'ai habité, c'est comme ces plus belles choses qui m'ont marqué, Léo Ferré. Et puis particulièrement cette chanson où, comme il dit, on se sent glacé quand on écoute ce genre de chanson. Léo Ferré, qui est un artiste reconnu et confirmé, Léo Ferré a chanté quand même ce qui paraît un peu paradoxal par rapport à son tempérament d'anarchiste. Il a chanté quand même de très beaux poèmes d'amour aussi, et surtout Aragon. Il a chanté Les yeux d'Elsa d'Aragon. Je ne sais pas de qui sont ces paroles qui sont très belles, là, mais il a réussi à chanter des chansons anarchistes, de très belles chansons politiques engagées, mais également de belles chansons d'amour. Ils gagnaient tous du fric quand même. Hein. Pardon? Ils gagnaient tous du fric. Brassens, lui et les autres. Hein? Là, mais c'était pas le plus important. Mais à cette époque, le fric n'avait pas l'importance. On se contentait de si peu. Il y avait moins de fric aujourd'hui aussi, évidemment. Le fric aujourd'hui, c'est très important. Mais quand même, il gagnait mieux qu'un ouvrier qui travaille dans une chaîne de montage. C'est sûr, il gagnait mieux, mais il faisait des choses pour les ouvriers que ceux qui ont des frics ne le font pas aujourd'hui aussi. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, Rabat, tu avais quel âge lorsque tu débarques à Rabat? Je débarque à Rabat. Moi, j'ai pris l'école française, l'école sydisienne un peu tard, parce que j'avais fait d'abord cette école arabe et ça me prenait beaucoup de temps, donc j'étais un peu en retard. Quand j'ai passé mon bac, j'avais déjà 20 ans pour avoir le bac. Enfin, 19 ans passé. Moi, à l'époque, j'étais l'âge moyen, j'étais pas très nul, mais enfin, j'étais pas très jeune non plus pour avoir le bac. 19 ans, bon. Mais à l'époque, c'était l'âge normal, à 18, 19 ans, c'était le bac. Hein. Aujourd'hui, tu es à 16 ans, tu es bachelier. Bon, tu es bachelier, en fait. Ah ouais, à l'époque, ils étaient barbus avec moi. Enfin, barbus pas dans le sens d'aujourd'hui, mais enfin, des gens qui n'avaient pas de quoi se raser tous les jours. Ils laissaient pousser la barbe. Et on le retrouvait beaucoup. Et donc... Voilà, quand je suis parti à Rabat, donc j'avais 20 ans, je suis parti à Rabat, je me suis inscrit à l'Institut des hautes études. L'Institut des hautes études marocaines. Alors, c'est un institut qui était là parce qu'il n'y avait pas encore la faculté de lettres. Et cet institut préparait des gens pour avoir des brevets d'arabe classique, ça s'appelait diplôme d'arabe classique, c'était le cycle supérieur, c'était le diplôme d'arabe classique. Alors ce diplôme te préparait à devenir immédiatement un interprète, comme ça te préparait à faire, ça équivalait à ce qu'on appelait propédeutique, c'est-à-dire tu peux regagner une école supérieure en France, une faculté française en deuxième année, avec le bac plus le diplôme, ce diplôme. C'était donc il était homologué et par conséquent il nous permettait d'aller en France. Moi c'est parce que j'avais donc eu ce diplôme en un an, parce que je l'ai préparé en même temps que la préparation du bac, on pouvait faire ça aussi. Et parce que dans le secondaire à l'époque on nous donnait des cours de traduction, ça s'appelait thème et version l'arabe. Et c'était un peu dans le programme du diplôme d'arabe classique. On était 3 ou 4 d'ailleurs qui avaient réussi ce diplôme et qui étaient devenus tous des hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale. Je suis le seul à avoir échappé à cette filière. Je vais te dire, le sport était pour quelque chose.
Ouais. On va parler du sport, hein, justement, parce que les gens ils s'interrogent, ils disent pourquoi Mohamed Berrada. Mohamed Berrada, bien sûr, c'est le fondateur de sa presse, mais il y a autre chose, hein, c'est aussi le grand sportif. Hein, c'est le fondateur de l'ASUC, ouais, qui fut champion du Maroc de basket. Absolument. L'ASUC qui était champion en handball, bien sûr, avec ça. On va parler du MCO, on va parler du cercle municipal, on va parler de l'ASUC, on va parler de tout ça, du basket, lorsque tu es président de la Fédération marocaine de basketball aussi, on va parler du basket d'hier et du basket d'aujourd'hui, hein, du basket de demain. Hein, on a un match demain d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Alors, tu es à Rabat, tu vis seul, en célibataire à Rabat? Ta famille est restée à Oujda? Toute la famille est restée à Oujda, et j'étais chez des amis à Rabat pendant une année. Et la navette le week-end ou une fois par mois? C'était difficile d'aller le week-end, on ne pouvait pas se permettre, parce que le train ne faisait pas 24 heures, mais pas loin pour aller à Oujda. À l'époque, c'était le tuf, surtout le train n'était pas électrifié. Que pour les vacances scolaires, alors? Oui, les vacances scolaires ou des vacances genre l'Eid el-Kibir, la fête de Ramadan, un truc comme ça. Oujda était très loin de Rabat à l'époque. Quel souvenir as-tu de l'Institut des hautes études marocaines? La qualité des profs qui étaient là, la qualité des gens qui préparaient ce genre de diplôme, qui était un peu un diplôme pas très connu et qui était le seul diplôme d'études supérieures sur place à l'époque. Ouais. Il n'existait pas encore de faculté proprement dite, et que c'était la seule école supérieure. Je me rappelle de Rabat, de ces années 60, de cette très très belle ville qui était Rabat à l'époque, cette ville qui inspirait la quiétude, le respect. C'était une ville extrêmement propre, une ville où on n'osait pas lever le ton, une ville où il se passait des choses merveilleuses sur le plan culturel, sur le plan sportif aussi. Une ville où il faisait bon vivre. Surtout l'esprit estudiantin, tout nouveau au Maroc, pour ceux qui vivaient à Rabat, était nouveau, était noble. Il y avait ce côté noble de la vie estudiantine qui était pleine de respect, pleine de fierté aussi. Ouais. Et ensuite, alors tu vas en France, à Grenoble. Pourquoi Grenoble? D'habitude, tout le monde va à Paris, on monte à Paris. Voilà, j'étais à Grenoble. Grenoble, il faut le faire quand même. Non, j'avais des amis d'Oujda qui étaient étudiants à Grenoble, que j'avais visité lors d'un voyage que j'avais fait avec des amis en tant que jeune. On avait mis le sac à dos et puis on était faire le voyage en France, en stop à l'époque. C'était pas grave de faire d'autostop à l'époque, au contraire, ça faisait partie de cette vie de jeunes. À l'époque, les gens s'arrêtaient. Les gens s'arrêtaient. Ils recueillaient les autostoppeurs. Aujourd'hui, ils fuient. Ah non, aujourd'hui, c'est même interdit peut-être de prendre des gens. C'est interdit d'ailleurs. Oui, donc j'avais été à Grenoble, j'avais visité Grenoble, parce que, vous savez, Grenoble, c'est une ville qui renferme énormément de l'histoire de France qu'on avait étudiée quand vous êtes à Grenoble, dans l'avenue Georges Jaurès, ou des noms qui vous rappellent ce que vous avez étudié en histoire quand vous êtes à Grenoble, et que vous voyez l'Isère, que vous avez étudié en géographie quand vous êtes à Grenoble, et que vous voyez Chamonix, où on parle en 68 des premiers Jeux olympiques d'hiver, si tu te rappelles, Grenoble, où il y avait les premiers Jeux olympiques d'hiver, Grenoble, où quand j'ai assisté à... Toi, tu débarques là-bas en été, donc tu as été subjugué par le temps estival. Voilà. Mais après, l'hiver, c'est un peu moins plaisant, non? Peut-être l'hiver. Oui, l'hiver, à Grenoble. Oui, l'hiver. C'est rude. Voilà. Mais il y a c'est climat montagnard. Vous êtes à 1 heure de Genève, vous êtes en Suisse quand vous êtes à Grenoble. Oui, ça c'est agréable pour ça, c'est vrai. Tu avais du fric à placer déjà en Suisse? Oui, toute la vallée. Non, je n'en ai pas eu à l'époque, je n'en ai pas non plus aujourd'hui, mais disons qu'il y avait autre chose. Quand tu avais un Pascal, c'était pas mal, hein? Oui. Le fameux Pascal, c'était quoi? C'était le billet de 200 francs, c'est ça, le Pascal? Oui, c'était des billets de 100 francs. 100 francs le Pascal, 100 francs, c'était pas mal. Le franc lourd. Le franc lourd. C'était le franc lourd. Non, Grenoble, donc j'avais visité Grenoble en tant que touriste, 10 ans, sac à dos, et puis je suis allé habiter chez des Marocains qui étaient étudiants là-bas, qui faisaient médecine, pharmacie à Grenoble, c'était connu, et qui faisaient lettres aussi. Et je me suis dit, il faut que je revienne faire mes études à Grenoble. Lorsque j'avais pas eu la bourse et j'ai enseigné, dès que j'ai pu partir, je suis reparti à Grenoble. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mes amis qui avaient terminé ces études, et j'ai beaucoup aimé ces études de Grenoble. D'ailleurs, c'est là où j'ai fait mes premiers pas aussi dans la presse. Alors, qu'est-ce que tu fais comme études à Grenoble?
Alors à Grenoble, j'avais commencé par faire la fac de lettres, où je t'ai dit j'étais admis en deuxième cycle, et je me suis trouvé dans une fac où on faisait des cours de journalisme, des études de journalisme dans cette fac de lettres. Et j'avais pour stage pratique de travailler dans un journal qui s'appelait le Dauphiné Libéré. Qui est très connu, oui. Qui est très connu. Bon, à l'époque, c'était un la journal... fameuse course cycliste aussi. Ouais, puis le journal Libéré, puis le Grenoble, c'était une ville aussi, il y avait une belle équipe de rugby, je ne sais pas si tu t'en souviens. Rugby, il n'y avait pas de foot à Grenoble. Et donc, leur équipe de foot n'a jamais bien marché, voilà. Ça n'a jamais marché parce que les gens ne connaissent pas beaucoup le foot. Enfin, à l'époque, le rugby, c'était le sport roi des gens de Grenoble. D'ailleurs, dans toutes ces villes de France où il y avait la montagne, il n'y avait pas beaucoup de foot. Je ne sais pas si tu te rappelles Montpellier à l'époque ou Perpignan, et tout ça, c'était surtout le rugby. Et donc, ça me manquait aussi, le foot. Il n'y avait pas de grande équipe de football. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la presse, quoi, par l'intermédiaire de cette faculté où on nous avait enseigné aussi des cours de journalisme. Ouais. Et tu fais quoi, ce qu'on appelle un cours d'inspection de presse, c'est ça? Ça veut dire quoi exactement? Il y avait une inspection presse, c'était ce qu'on peut appeler aujourd'hui le management de presse, c'est-à-dire tout ce qui est partie économique. Si tu fais ton business plan, comme on dit aujourd'hui, une étude pour faire un journal. Le journal, c'est bien sûr toute la partie rédactionnelle, mais le journal, il y a une grande partie technique qui va du papier et l'imprimerie, etc. Et toute une partie économique et financière, qui est la commercialisation, la distribution, la publicité et tout ça. Donc le journalisme, ce n'est pas uniquement le rédacteur, le journaliste. Et donc pour être un journaliste complet, il fallait déjà à l'époque, en France, avoir des notions économiques du journal et savoir que quand un journal veut se vendre, il faut faire une étude de marché, il faut faire une étude économique, il faut une étude financière, et il faut faire un plan, des investissements, et donc tout ce côté. Et l'inspection presse consistait donc, en dehors de cette partie économique de gestion de la presse, il y avait aussi de la distribution. La distribution qui déjà à l'époque, c'était vraiment des cours entiers qu'on enseignait pour la distribution, comment sensibiliser un marchand pour devenir un marchand de journaux, comment intéresser un marchand de journaux, comment insister pour que ce marchand de journaux soit un véritable partenaire, pour que la vente de ta publication puisse aboutir et réaliser l'objectif pour lequel a été créé ce journal. Et donc le réseau de distribution. Et en plus du réseau de distribution, il fallait étudier aussi les modalités pratiques de gestion de la distribution. Les problèmes de remise, les problèmes de gestion d'invendus, les problèmes de logistique, transport. Mais tout ça, j'avais étudié. Et tu t'es dit, voilà, c'est ce que je veux faire plus tard? C'est ce que je veux faire parce que c'était quelque chose de nouveau. Déjà, quand on dit à quelqu'un, j'ai étudié la distribution de la presse, je sais pas, ici, moi j'ai... À l'époque déjà, c'était... à l'époque déjà, quand j'allais d'ailleurs ici à l'Institut supérieur de journalisme, on pensait de temps en temps, on m'appelait pour faire des conférences sur cette partie économique de la presse, et les étudiants étaient très attentifs, justement, et je leur expliquais toujours que être un journaliste, ce n'est pas apprendre uniquement à écrire un papier ou à exposer ses idées, mais savoir aussi quel est l'écho de cette truc qu'on a fait, c'est-à-dire savoir que ce journal, combien il se vend, pourquoi il se vend, pourquoi il ne se vend pas, et comment faire pour augmenter sa vente, enfin sa pénétration, quoi. Alors, si Mohamed, on va écouter Abdelhadi Belkhiat, qui est un ami commun. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Je salue Abdelhadi Belkhiat. J'adore moi aussi, un grand bonjour. On va l'écouter Al-Moufarija. Al-Moufarija, c'est une très belle chanson où il y a un poème magnifique, un poème un peu mythique où il y a beaucoup d'idées et je trouve que c'est très bien. C'est puis une très belle musique et puis la belle voix Abdelhadi Belkhiat. Alors j'espère que vous passez un agréable moment, que le café est bon ce matin, que vous soyez chez vous, dans votre fauteuil, et si vous êtes en voiture, je vous dirais simplement d'être prudent, voilà. Je suis avec mon ami Si Mohamed Brada, on est parti d'Oujda, Rabat, Grenoble. Alors je voudrais revenir un petit peu à Oujda, parce qu'on m'a dit que tu faisais partie de la jeunesse istiklalienne, c'est ça? C'est une famille très, très istiklal. Oui. Et il paraît que tu distribuais des tracts déjà. Oui, je suis fier d'avoir... Ils t'ont jamais coffré les flics français? Non, oui, je me souviens quand on était dans cette fameuse... T'étais gamin quand même? Oui, j'étais gamin. Tu avais quel âge? Mais à l'époque, les gamins,
à 16 ans, on était déjà en train d'écrire des tracts pour le parti. Parce qu'il n'y avait pas de Ronéo. La Ronéo, tu te rappelles, le stencil et tout ça, c'était très, très avant-gardiste. Vous écriviez les tracts à la main? À la main, oui. On était... Il n'y avait même pas d'imprimerie clandestine, non? Non, il y avait pas de photocopieur à l'époque. Il y avait, pas de... il y avait le G79, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait... c'était, je sais pas, la confidentialité obligée. Et puis surtout, il faudrait le savoir. Dans tout c'était quoi. Puis il serait remonté quand même à l'imprimeur, probablement aussi. Oui, mais là, il n'y avait pas d'imprimeur. Non, je veux dire, si vous avez imprimé les tracts, il serait remonté à l'imprimeur. Oui, mais ils savaient que tous les tracts sortaient de notre médersa, de notre école. Tous les tracts sortaient de là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous est arrivé plein de choses. Je me rappelle, dans les années exactement 56, 55 plutôt, avant le retour de Mohamed V. On avait fait des tracts et la police est venue à la ramasser tous les élèves de l'école, de cette école où j'étais, tous les élèves de cette classe des grands, où j'étais le plus petit des grands. À l'école française, j'étais le plus grand des petits et là, j'étais le plus petit des grands. Je parle de l'âge, j'étais le plus jeune. Et moi, j'étais tellement jeune, quand ils m'ont ramassé, je me rappelle dans le jeep, c'était la police, c'était l'armée. Et c'était des camions de goumier, je crois, non, à l'époque? Moi, je me rappelle, c'était des Jeeps, des GMC, ça s'appelait comme des ça. Gros GMC américains. Des gros GMC. Et moi, on m'a amené au commissariat, puis on m'a amené directement chez moi à la maison. J'étais le seul rescapé, il y en a qui sont restés. Et puis il y en a beaucoup qui, à l'époque, sont partis continuer leurs études au Moyen-Orient. Moi, j'étais trop jeune pour y aller. C'est pour ça que je suis J'ai un souvenir, d'ailleurs, moi aussi, l'arrestation de notre épicier. Bon, tu sais que l'épicier, dans nos quartiers, c'était une figure emblématique. Il s'appelait, on l'avait surnommé Bouboule, parce qu'il était bien portant. Et un jour, on voit un camion justement de goumiers qui débarque devant l'épicerie. Tu vois, il y avait une dizaine de mecs sur la remorque. Puis ils descendent, ils investissent l'épicerie, tu vois, ils ressortent avec lui. Et donc, je vais au foot, petit terrain vague juste en face. Ouais, je me rappelle. Et puis ça nous a touchés. Alors on est allé, on leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Bouboule, qu'est-ce que tu as fait? On ne comprenait pas, on avait 10, 11 ans, tu vois, mais j'ai encore... et puis bon, ils nous repoussaient comme ça avec... ils nous disaient, bon, allez les gosses, allez jouer. Non, moi, parce que j'habitais pas loin de la maison du Pacha, on était connus, la famille était connue. Comme je te dis, mon père avait des activités, il était président de la Ligue marocaine contre la tuberculose, il était trésorier du MCO d'Oujda pendant 20 ans, il était président de Jimmy Al-Khéria, la maison de bienfaisance. Mon papa était connu, quoique lui aussi il a fait de la prison, mon oncle était souvent en prison, donc c'était très connu, soit parce qu'on était dans le sport, soit parce qu'on était en prison de temps en temps, comme tout le monde, quoi. Tout le monde passait par la prison, c'était pour un oui ou un non. Et de l'Arche, je me rappelle le 18 novembre à l'époque, quand on avait un drapeau marocain à la main, c'était interdit. Et donc c'était... Bon, j'étais très jeune, mais j'ai des souvenirs qui sont restés gravés dans ma mémoire et je me les rappelle et je me souviens surtout de ce ramassage sur ce gros camion ou jeep, très gros jeep qui m'avait C'était des GMC, c'était des gros camions GMC. C'était des GMC. Je me rappelle bien, je me rappelle des soldats. C'était des soldats, pas des policiers. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Non, c'était des soldats. C'était une espèce de moi, je te dis, l'arrestation de notre épicier, c'était des goumiers, quoi. C'était évidemment, qui faisaient leur boulot. Alors, évidemment, cet amour pour le sport te vient de ton papa, alors tu dis, parce que j'ai lu une de tes interviews, donc je me suis un petit peu documenté, parce que je savais pas mal de choses sur toi, mais pas tout. Si vous me connaissez bien, pourtant. Bien sûr qu'on se connaît bien, on se connaît depuis... on a même frappé tu sais ce qui me manque, moi, c'est les petits matchs de basket qu'on faisait à l'école Dominique Savio au Marif. Exactement. Est-ce que tu te souviens de ça? Non, seulement je me souviens, mais je reviens. On allait avec le regretté Ken, Cadméricaine. Et avec Cadméricaine. Et il me disait, mais Lulu, pourquoi tu shootes tes coups francs comme ça? Je vais te faire voir comment qu'on fait. Et en fait, il me disait qu'il fallait converger les deux pointes de pied l'une vers l'autre. Il me dit, si tu ouvres tes pieds, tu vas foutre ton ballon en dehors du cerceau. Si tu fais converger tes deux pieds, les deux pointes l'une vers l'autre, une droite et une pointe qui vers l'autre pointe, tu vas voir que ça va être plus facile. Et c'est vrai. Tu me fais rappeler Kate American, tu me fais rappeler aussi ces fameux moments qu'on passait dans cette école. Avec, une petite école du Marif. Avec Ali Bourda, avec Habib Hassan, pour citer ceux qui sont partis, avec Mustafa Al-Khawdi.
avec Mohamed Isqali Abou Jawad. Ouais. J'en passe. C'est vrai, on J'ai passait un photo, bon, il y avait tous ces gens-là. Oui, il y a tous ces gens-là. on passait un bon moment dans cette école. On allait après le boulot. Hein. Exactement. Et enfin, Ouais. c'est merveilleux. On jouait au basket quoi, de 8h à 10h du soir à peu près. Voilà, 8h. ouais, après l'école. Voilà, on s'amusait. Voilà, dans la cour de l'école, il y avait ces panneaux. Il faut dire que nous, enfin toi, moi, les amis que nous avons cités, et plein d'autres aussi, le sport était pour nous une partie de nous-mêmes. On aimait le sport, on pouvait écrire sur le sport, mais on ne pouvait pas ne pas pratiquer le sport, parce que je ne pense pas que tu aies pu réussir, toi, par exemple, ta carrière de journaliste sportif si tu n'avais pas pratiqué le sport. Et je ne sais pas, on va en parler peut-être tout à l'heure, je ne conçois pas qu'il y ait quelqu'un qui parle de sport s'il n'a pas pratiqué. Je ne veux pas dire qu'il faut être champion pour être un bon journaliste sportif, mais je ne sais pas, quelque part... Enfin, moi, personnellement, j'étais pas un champion, mais je peux dire que... Ouais, bien sûr, tu es sportif. On a pratiqué, bien sûr, plusieurs... Et puis, ce qu'il y a, on pratiquait plusieurs disciplines. Bon, Parce que qu'on le veuille ou non, bon, moi je suis pas l'exception, mais des gens qui jouaient au foot, au basket, au handball, au volleyball. Tu sais pas une chose, Lino, c'est que quand on était au collège d'Oujda, bon, le sport, au fait, quand on était dans ce collège, il y avait avec moi en classe Moussa du MCO, football, il y avait avec moi l'Arabi du MCO, dans la même classe, il y avait avec moi Melhaoui. Voilà, qui étaient des joueurs titulaires dans l'équipe de football. Comme il y avait avec moi Abdou Boyed, Endel aussi me devançait, de l'équipe nationale de basket, ils étaient basketteurs. Et donc, on était vraiment polyvalents. Bon, je rappelle, moi je sautais, je crois, 1m68 ou 1m70 en rouleau ventral. Et je faisais combien de secondes, c'était remarquable, le nombre de secondes que je faisais, je me rappelle. Je me rappelle pas du chiffre exact, mais disons que je faisais partie de ceux qui faisaient la corde en moins de 4 secondes et qui faisaient les 400 mètres le tour de piste en moins de je ne sais pas quoi. Et par conséquent, ces premiers-là, ils étaient polyvalents. Quand il y avait l'ASS, le truc sportif de l'école, on nous disait, tiens, il y a un match de foot, venez. Et le lendemain, on dit, il y a un match de rugby, venez. Et figure-toi, Lino, j'ai fait du rugby. J'ai fait du rugby, on avait fait, je me rappellerai toujours d'un match amical qu'on avait fait avec la garnison de l'armée royale à Oujda. Et c'était des gens balèzes qui jouaient au rugby. Moi, j'étais plutôt cadet basket, quoi. Et puis, il y a un militaire qui m'avait pris dans un plaquage. Il m'a pris jusqu'en l'air, il m'a jeté sur la touche, quoi. J'étais complètement sur la touche. Et puis, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais joué au rugby, d'ailleurs. Plus essayé au rugby. Alors, ton papa recevait souvent, au hasard des victoires, donc il fêtait l'équipe du MCO, il la recevait chez vous, à la maison. Hein. Oui, ou Arbib Mbarak est venu quand il a fait Et justement, alors un jour, vous recevez l'Arbib Mbarak. Alors, tu te souviens de ce jour-là? Écoute, on a reçu l'Arbib Mbarak. Évidemment, bien sûr. J'étais jeune, je me souviens, parce que j'étais déjà, si tu veux, un sportif, et l'Arbib Mbarak, quand il est venu à la maison, j'étais très jeune, mais je me souviendrai toujours, et c'est peut-être le fait que l'Arbib Mbarak soit chez nous, le fait que le jour où l'Arbib Mbarak est passé à la maison, il y avait tous les footballeurs que je rêvais de côtoyer, je rêvais de toucher leurs mains, ils étaient là, j'avais touché la main de l'Arbib Mbarak, j'avais embrassé l'Arbib Mbarak, il m'a pris dans ses bras l'Arbib Mbarak, et je me suis dit, je suis fait pour faire une carrière sportive. Je pensais que j'allais devenir champion de quelque chose, je ne savais pas quoi, mais disons que je sautillais en marchant, j'allais très vite en marchant, je ne sais pas, et j'avais l'impression que j'étais fait pour faire du sport. Retour Lino Café avec Si Mohamed Brada, donc on parlait justement de lorsque son papa avait reçu l'Arbib Mbarak donc dans sa maison d'Oujda. Et mon ami Si Mohamed s'était dit, je vais réussir dans le sport. Bon, dans quel sport? Tu sais quand même quel sport, peut-être, non? Ou pas encore? Bon, après, je me suis trouvé au basket. Je me suis trouvé au basket. Alors, comment tu démarres au basket? J'ai démarré au basket du collège. Déjà au collège, j'étais parmi les joueurs depuis la classe de 6e, 5e. Et puis, je me suis inscrit au Mouloudia. C'est le prof de PS, je suppose, qui t'avait orienté? Non, c'est le prof de sport. Généralement, il faisait comme ça, non? Il faisait comme ça. Et figure-toi qu'un prof de sport, d'éducation physique, c'était Taïb Abdelhadi, qui était l'entraîneur du Mouloudia d'Oujda. C'était quelqu'un qui appartenait à une famille où ils étaient 3 frères, 3 basketteurs. Il y en a un qui était d'ailleurs sélectionné dans l'équipe d'Algérie. Et c'était des Algériens. Et donc, c'était notre voisin. Il était prof de gym. Et il m'avait dit, puisque tu joues au basket, viens avec nous au Mouloudia. Et je suis parti. Il m'a adopté.
Voilà le bon voisinage dont on parlait tout à l'heure. Bah oui. Et il m'a amené donc au Mouloudia. Le fait qu'il soit notre voisin, ça sécurisait les parents. Parce qu'à l'époque, tu sais, tu vas tout seul, qu'est-ce que c'est que le sport C'est sûr, c'est sûr. ne faisait pas le sport qu'il veut. Et les dirigeants te ramenaient après l'entraînement? Après l'entraînement, oui, ce type-là nous ramenait à la maison parce que le terrain n'était pas à côté de la maison. Je me souviens, j'habitais à Innsbad, on me ramenait du terrain du RUC ou du CAF, on me ramenait ensuite chez moi. Et on sonnait à la porte de mes parents, on disait voilà, votre fils est là, je vous l'ai ramené. Hein. Oui, exactement. exactement. Et oui, parce qu'on t'a mis l'entraînement à 8h, 9h du soir. Exactement. Ben, le Haut-Vista, c'était quand même pas tout à fait dur à la fois parce que c'était un engagement. Le sport était aussi un engagement, une manière de s'engager dans la vie civile. Parce que tu avais parlé tout à l'heure de Chabiba Stiklalia, qui était la seule disponible. C'était un moyen convivial de nous retrouver avec les camarades du collège, mais aussi avec les voisins. Et donc on était là parce qu'il y avait une table de ping-pong, parce qu'il y avait du scoutisme, parce que j'étais chef scout, j'ai fait du scoutisme, parce qu'il y avait des filles qui faisaient le théâtre à côté, ça nous intéressait d'aller les voir et tout ça. Voilà. Alors là tu m'interpelles, parce que tu as parlé de scoutisme, tu parles de scout. Est-ce qu'on peut dire aux jeunes d'aujourd'hui ce qu'était le scoutisme? Parce que, évidemment, il y a des puristes qui vont dire ah, mais attention, Lino, le scoutisme existe toujours. Il existe, certes. Parce que attends, je suis très heureux parce que j'ai mon petit-fils, Yassine, le fils de Dalila, que tu connais. Oui. Yassine qui me ressemble, je ne sais pas pourquoi, il me ressemble beaucoup. Parce que d'abord, il ne me ressemble pas, il est plus grand que moi, il a 14 ans, mais il fait 1m80. Et donc Yassine, il fait du basket, d'ailleurs, il a un ballon chez lui. À Casa? À Casa, oui. Et il joue maintenant avec le WAC, il est jeune, il est cadet, 14 ans. Mais il a été, par exemple, il a été à Londres avec des amis pour voir des matchs de basket. Ouais. Et l'autre jour, il me pose la question, tiens-toi bien, il me dit, il m'appelle pas, je suis son grand-père, il m'appelle pas. Il appelle son père papa et moi c'est le grand-père. Il me dit, il paraît que tu étais scout. Je dis, ouais, j'étais même chef scout, j'ai fait des jamborées et tout ça. Il me dit, mais c'est bon le scoutisme, j'ai envie d'en faire. Je dis, qu'est-ce que tu as parlé? Il me dit, on nous a parlé à l'école du scoutisme. Alors je lui parlais de scoutisme, c'est Baden-Powell. Baden-Powell, bien sûr, bien sûr. Et quand tu dis jamborée, il faut expliquer aussi ce que c'est qu'un jamborée. Le jamborée, c'est la rencontre internationale des scouts des pays du monde. Voilà, j'ai fait le jamborée à Saint-Gaudens. En France, c'était le grand jamboree, puis j'ai fait le jamboree pan-arabe de Tunis, et j'étais avec les pionniers du scoutisme marocain, avec Afilal, avec un tas de noms. Ça formait la jeunesse, hein. C'était extraordinaire. Je m'en souviens, c'est vrai, au Roche-Nord aussi, on avait... franchement, Lino, je vais te dire, si on n'a pas fait le service militaire, le scoutisme, remplacer à l'aise le service militaire. C'est-à-dire on nous apprenait à nous débrouiller tout seul, on nous apprenait à faire ce qu'on appelle le repas trappeur, c'est-à-dire tu es seul, débrouille-toi quoi manger, trouve-toi quoi manger. On nous apprenait à nous orienter avec la boussole, on nous apprenait des choses élémentaires. On t'abandonnait dans la forêt, hein. Dans la forêt, puis compter sur toi-même, faire ton linge, faire ton lit, et ça c'est très important. Et quand on revenait à la maison, on avait l'impression qu'on est revenu, pas d'Indochine à l'époque, mais presque. Et quand on allait camper dans les montagnes du Moyen Atlas, les gens nous applaudissaient quand ils nous voyaient. Nous, on était fiers d'avoir un poignard. Tu te rappelles les poignards qu'on mettait sur le short? Et puis on n'avait pas le casque, mais on avait une casserole sur la tête ou un truc comme ça. Et il y avait le fameux béret qu'on mettait sous le... Exactement. Et le sac à dos plein, il y avait beaucoup de pain, bien sûr. La petite gamelle. La petite gamelle, il fallait qu'on... Le bidon, le petit bidon d'eau. Voilà, la gourde. La gourde, il y avait la gourde, le poignard, et puis je sais pas. Le short, évidemment. Et puis quand on les bottines. Quand on avait un vis-à-vis, un scout, il fallait faire le salut des scouts, tu te rappelles, c'est comme le salut militaire. Et le respect pour la hiérarchie, le supérieur, c'était vraiment supérieur, tu lui devais le respect. Et on nous apprenait de belles chansons, on nous apprenait à faire du théâtre, on nous apprenait à compter sur nous-mêmes, on nous apprenait à aimer notre pays, à aimer notre drapeau, à respecter nos aînés. Son prochain aussi. À respecter nos aînés, à respecter nos parents. C'était vraiment quelque chose de complémentaire. D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis dit, comment peut-on vivre sans toutes ces belles choses que nous avons eues? Bon, aujourd'hui, il y a l'ordinateur qui remplace un gosse, il passe le temps devant un écran. Nous, on passait le temps sur un terrain, ou on passait le temps avec des amis, dans un club, dans Chebiba, dans je sais pas, en train de faire des activités parascolaires.
pas, ces activités, le troisième temps, ben, ça n'existe plus. Alors on revient en basket, donc tu fais toutes les équipes, hein, des minimes, je dirais des minimes à l'équipe première. Minime, Alors, cadet, junior, première à Oujda. Alors tu démarres en équipe première, tu te souviens de ton premier match en équipe première? Ça on s'en souvient. Ah ouais, ça. je me rappelle, mon premier match, c'était aussi un déplacement. On voulait m'essayer à l'extérieur pour me tester. Et le premier match, c'était en Algérie. On avait joué dans une petite ville algérienne, un match amical, je me rappelle. Et j'ai fait partie pour la première fois de ma vie avec des 5 majeurs. À l'époque, les 5 majeurs, c'était pas la même conception aujourd'hui, c'est-à-dire les 5 majeurs. C'était pas les meilleurs, mais disons ceux qui doivent représenter le club. Et pour être majeur, d'ailleurs, on était très gênés de n'être qu'un remplaçant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien sûr. Mais donc, j'ai fait partie de Ça tourne davantage aujourd'hui. Le turnover est plus important aujourd'hui, dans le basket d'aujourd'hui. Ouais, les rythmes ne sont pas les mêmes aussi. Hein. Non, ben, même le règlement n'est pas le même, les terrains ne sont pas les mêmes. Je veux dire, nous, quand on allait jouer au basket à Oujda, il fallait balayer le terrain avant de jouer, il fallait tracer le terrain. Tu te rappelles la roulette avec la chaux, avec la chaux blanche. Bien sûr. On faisait les trucs, il fallait être bien avec le gardien, il fallait être bien avec l'entraîneur, il fallait être avec tout le monde. Il fallait être très discipliné. Il fallait très discipliné. Non seulement on faisait du sport, on ne nous payait pas, mais c'est eux si on payait. C'est nous qui achetions à l'époque nos espadrilles, nos tenues presque. Absolument. Alors, c'est Mohamed, si on a écouté Abdeladi Belkhiat, évidemment, on ne peut pas faire de jaloux. Il faut qu'on écoute qui? Abdeladi Belkhiat, c'est bien, oui. C'est El Moulfarija par exemple. Non, on a écouté, donc maintenant il faut écouter. Alouette Doukali. Ouais, sinon il va... Oh, c'est trop, c'est les deux, des amis d'ailleurs, tu le connais toi aussi, Doukali. C'est des gens qui ont fait partie aussi de notre époque, tu te rappelles, c'est les premiers aussi. Nous, je considère les premiers dans notre domaine, eux aussi ils étaient dans les premiers, enfin parmi les premiers. On était des fans. On était fans et puis ils sont collés, ils sont dans notre disque dur, dans notre mémoire, ils sont gravés parce qu'ils faisaient partie de toute cette époque que nous avons vécue. Deuxième partie de ce Lino Café, donc avec Mohamed Belada, le temps vole, hein, le temps passe, hein, comme on dit. On n'a pas vu passer le temps finalement. Le temps va, le temps s'en va. Ouais, parce que une heure c'est peu et c'est beaucoup à la fois, mais c'est presque rien hein, lorsque deux amis se rencontrent. Oui, comme on dit en début d'émission, c'est impardonnable de notre part. Hein. C'est impardonnable. On va essayer de rattraper ça un peu. Quand même. On va essayer de rattraper ça. Alors, basket, MCO, tu viens ensuite à Casablanca. Oui, quand je suis venu à Casablanca. Alors, tu viens à Casablanca pour le travail ou... Au retour de France, oui, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler, j'étais dans une... Et pourquoi tu n'es pas retourné à Oujda? Parce qu'il n'y avait pas de boulot. Il n'y avait pas de débouché. Il n'y avait pas de débouché pour le genre de boulot que je voulais faire dans la presse et tout ça. Et puis j'étais en 66-67, ma famille avait déménagé pour Casablanca, mes parents. Et donc mes frères devenus grands, il y en a un qui était fonctionnaire ici, que tu connais d'ailleurs. Oui, je connais très bien. L'autre, il a fait des études à l'étranger, il était fonctionnaire à Rabat aussi. Et puis les autres, ils étaient soit étudiants, soit... Là, j'ai rencontré un de tes cousins qui est à l'ONDA et qui est le sosie de ton frère. Hein. Et qui a, ton frère aîné. Et qui a ton physique aussi. Ouais. Et j'ai dit, vous êtes un Brada, Brada Doujda. Il me dit, non, je ne suis pas un frère Aval, mais je suis un cousin. Ouais, c'est Moussadek, c'est un garçon. Moussadek Brada. Alors, tu débarques à Casablanca et on parle après du boulot. Enfin, tu débarques à Sogepresse après. Hein. Ouais, tu commences tout de suite à Sogepresse? Je commence tout de suite à Sogepresse parce que j'étais le premier Marocain, parce que sinon c'était à 100% française à l'époque, et j'étais le premier cadre marocain. J'atterris à Sogepresse en tant que directeur. Rue Saint-Saëns. Pardon? La rue Saint-Saëns. Non, des 30 fois pendant les années 60, c'était pas encore là. C'était la place La Pérouse. Ah oui, oh là là, c'est vrai, autant pour moi. Ouais. Oui, il y a Renault aujourd'hui. Place Bandang. Place Bandang. Place Bandang, oui, je me souviens. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et ensuite, vous avez déménagé, vous êtes allé au Belvédère. On est allé au Belvédère, Saint-Saëns, pas très loin de chez toi. Sogepresse, oui. Ouais. Et c'était là où Sogepresse d'ailleurs n'est plus ici, n'est plus là. Ils ont déménagé. Donc. Ah, ils ont redéménagé encore? Ils sont redéménagés, ils sont partis sur des locaux vers l'aéroport, sur la route de Bouskoura. Ouais. C'est récent ça? Oui, c'est très récent. Ils viennent de déménager. Le terrain est devenu excessivement cher là-bas. Ils avaient une très belle surface, donc ils n'avaient plus besoin de cet espace. C'est vrai. Ouais. Il y avait une salle de réunion qui était fabuleuse. Hein.
Tu étais venu me voir. La salle du conseil d'administration, elle était, Je me rappelle. Oui, elle était très cossue. Hein, c'était, ouais, on était très avant-gardiste à l'époque, c'est vrai, dans cette histoire. En fait, la Sochpresse, c'était la filiale de Hachette France. Hachette, et donc, elle devait représenter à la fois la culture française, l'élégance française, le savoir-vivre français. Donc, et c'était pas peu de choses à l'époque. Donc, on avait des directeurs qui étaient des personnalités très importantes. Et puis, il y avait des maisons de la presse qu'on appelait à l'époque. La maison de la presse qui était rue Mustapha El-Mani, qui était tenue par ces deux dames, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y en a encore, hein, bon, sans faire de publicité, il y en a un au Marif hein, qui est fabuleux, en face là, je dis pas son nom, c'est en face la mosquée, et franchement c'est vrai, c'est-à-dire quand tu entres, tu es chez toi, parce que quand tu rentres pour acheter un journal, c'est une librairie, papeterie, etc., et tu vas pour acheter un journal, et puis après, ben, tu achètes un livre, c'est vrai, et tu es conseillé, et tu dis, est-ce que tel livre est arrivé? Tu dis non, mais par contre, j'ai reçu, tu l'as reçu, oui, oui, hein. Tu l'as lu, ouais, c'est super, tu vas voir, là, cette fois, le style est... Hein. La maison de la presse de la rue de l'Aviation française, qui s'appelle la rue Mustapha El-Mani maintenant, c'était Madame Vialan, d'abord. Et c'était la femme du directeur de Sochpresse. Et puis c'est pour ça qu'elle était choyée, elle avait les premiers arrivages, bien sûr, de livres. Il y avait ce qu'on appelle l'office, elle recevait les livres. Dès qu'il paraissait à Paris, elle avait le lendemain le livre. Mais au niveau de la presse, elle avait un agencement très moderne. C'est-à-dire, cette maison de presse n'avait rien à envier aux plus belles boutiques des Champs-Élysées ou des beaux quartiers français de la presse. Il y en avait une autre aussi, la rue Alal Ben Abla, à côté du jardin d'été, là, tu vois. Ouais. Il y en avait une aussi. Enfin, maison de presse, il y en avait aussi à Rabat, il y en avait à Marrakech à l'époque. Bon, c'était à Madame Dao. Madame Dao, puisque son fils joue au rugby avec nous. Exactement. Et son fils tenait le magasin d'articles sportifs à côté. Ouais. Et elle avait cette maison de presse. Cette maison de presse. Oui, mais je vais dire une chose. À l'époque, les journaux se vendaient beaucoup, surtout la presse française. Je te rappelle, moi je me rappelle à l'époque, les journaux Comparis Match, on recevait 40 000 exemplaires. Bon, aujourd'hui on reçoit 3 000 exemplaires. Bon, je dis, nous deux, Tintin, Mickey, Zembla. Tu te rappelles, il y avait pas non plus, la presse marocaine n'existait pas. J'ai retrouvé un kiosque sur le boulevard Mohamed V qui propose encore tous les anciens numéros. Black, Kiwi, etc. Tu vois, Cassidy, Tintin, Cassidy, Tex et tout ça, Tex Wheeler, tout ça. Ouais, mais on reçoit encore quelques journaux, on reçoit pas tout, malheureusement, parce que ça devient très très cher, des journaux. Ça c'était un autre sujet, mais les journaux ça devient très très cher. On parlait de basket, bon, on a abordé quand même le sujet, on va continuer, ça fait, on reviendra après au basket, on reviendra au CMC, on reviendra ensuite à l'ASUC, à la fondation de l'ASUC, etc. Et c'est vrai que même si la presse électronique est en train de se substituer petit à petit à la presse traditionnelle, hein, papier, je dois dire que de temps à autre, j'aime bien acheter la Gazzetta dello Sport, par exemple. Bon, tu as le site. Tous les matins, je vais sur le site de la Gazzetta. Mais quand tu as ce papier rose dans la main, hein, quand tu as l'équipe, quand tu as... tu comprends, c'est autre chose, parce que d'abord, tu as sur le journal des articles qui ne sont pas aussi détaillés que sur la presse électronique. Parce que la presse électronique, c'est quoi finalement? Bon, c'est une vitrine qui est rapide, tu vois. Donc, on ne détaille pas comme dans l'édition papier, tu vois. Exactement. Tu sais, Lino, aujourd'hui, on parle de crise de la presse écrite, de crise de la presse papier, si tu veux, pour des raisons que tu connais. Le papier devient excessivement cher, l'écran. Mais moi, je fais partie aussi d'une secte qui s'appelle les Compagnons de Gutenberg. C'est un peu une secte, les Compagnons de Gutenberg, avec Jean Muot et tout ça. Et on est pour la défense de l'écrit, la défense du papier. Et si on a trouvé que dans toutes les études qui ont été faites, que l'écran, donc la presse moderne, enrichit l'écrit. Donc, si tu veux, l'écran renvoie à l'écrit. Et jamais la presse n'a été menacée, que la presse écrite, que lorsqu'il y avait dans les années 50 du siècle dernier la radio, on a dit, maintenant qu'il y a la radio, on ne va plus lire les journaux. Plus les journaux, bon, au contraire,
ils sont devenus encore plus importants, les tirages étaient plus importants. Et puis quand il y a eu la télévision, on dit, ah ça y est, maintenant, plus de journaux, ça y est, on voit ça. Il n'y aura plus de radio. Il n'y a plus de radio, on le voit marcher sur la ligne en direct. Mais c'est parce qu'on a vu sur la télévision qui marchait sur la ligne, quand le lendemain, on a acheté le Monde ou le journal qu'on voulait pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors qu'on l'avait vu. Et alors qu'on l'avait vu. On l'avait vu en direct. Et comme tu parlais de la Gazzetta dello Sport, c'est parce que tu as vu le match que tu lis la Gazette, parce qu'on lit l'équipe et on lit les journaux sportifs, on lit les journaux qu'il y a au Maroc sportifs, sont les cités parce qu'on a vu le match ou parce qu'on va lire ce qui va se passer dans le match demain, soit le pronostic, soit l'analyse le lendemain. Et le papier donc persistera. Il traverse une période très difficile aujourd'hui, mais l'écrit persistera et à mon avis il vaincra. Et bon, je crois que c'est facile de répondre à la question pourquoi lit-on moins qu'avant? On lit moins qu'avant. Parce qu'entre la télé et l'ordinateur, on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais, je dirais il faut s'isoler quand même, il faut essayer de s'isoler. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes aujourd'hui qui ne lisent pas beaucoup? Moi, je vois ma fille au lycée, bon, elle ne lit pas beaucoup. Ben, c'est un problème qui est lié aussi à l'enseignement. Tu te rappelles, nous, au collège, on nous obligeait, on nous orientait vers la lecture. On disait Guy de Maupassant ou Émile Zola, l'Émile, il faut le lire et tu le résumes le lendemain. Il te dit qu'est-ce que tu as lu? Et tu viens, tu fais le résumé, tu fais l'exposé. Déjà, tu te rappelles, on faisait l'exposé. Aujourd'hui, malheureusement, on ne fait pas ça. C'est un problème d'enseignement, la lecture. La lecture, c'est quelque chose de très important. C'est un complément indispensable pour la culture générale de l'individu. Mais on ne peut pas éduquer les gens à la lecture si, à l'école, il n'y a aucun effort qui est fait. Les écoles où il n'y a pas de bibliothèque, les écoles où les enseignants ne sont pas responsables sur ce plan de renvoyer les gens vers la lecture, parce que l'école c'est simplement un moyen d'apprendre à lire, mais c'est chez soi qu'on le dit, c'est chez soi qu'on... Ben, il faut dire que les gens lisent moins aussi, parce que la lecture pour les uns devient chère. Je prends les journaux aujourd'hui, un journal par exemple français ça coûte excessivement cher, on ne le trouve pas facilement, il y a la concurrence pour moi déloyale de l'audiovisuel, mais il faut voir d'une manière positive. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a cette concurrence que la presse est appelée à se transformer, ça va devenir une presse de proximité, une presse qui répond à des attentes, et puis la presse va vaincre. La dernière étude fait que, par exemple, dans les États-Unis, sur 5 Américains, il y en a 4 qui lisaient en 2005. En 2010, il n'y a plus que 2 sur 5 qui lisent un journal régulièrement. Ça signifie pourquoi on parle des États-Unis, parce que les statistiques sont fiables. Mais chez nous, le problème n'est pas posé de la même manière. Justement, les gens sont toujours fidèles à leur quotidien. Moi, je sais que à l'époque, mon père, c'était le Petit Marocain et la Vigie tous les jours, tu vois. Donc, tu avais 2 quotidiens qui rentraient à la maison tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, dans les foyers marocains, tu as au moins un journal qui entre dans tous les foyers? Non, malheureusement pas. Malheureusement, non. Il n'y en a pas. À l'époque, oui, ça se faisait. À l'époque, il y en avait que 2, aujourd'hui, il y en a 22. Bon, il y en a qui sont là pour ils font figuration, quoi. C'est des figurants, c'est tout, mais ils ne vendent pas grand-chose. Mais ils sont là pour créer des problèmes aux autres. Mais disons, le quotidien, nous ne savons pas de manière régulière. Bon, ce n'est pas le but de l'émission, mais je te dis simplement 2 chiffres. Au Maroc, on vend 300 000 exemplaires de toute la presse quotidienne, tous les titres confondus par jour. Et tu as un journal, par exemple, en Algérie, pour ne citer que ce pays, qui vend 700 000 par jour, un seul. Et tu parles de Moujahid? Je parle non de Khabar. Ah, le Moujahid n'est plus le numéro 1 en Algérie? Le Moujahid, ça y est, c'est le FNL, il est distribué presque gratuitement. Mais aujourd'hui, c'est ouvert quand même. Il était temps qu'il s'ouvre un peu. Mais disons qu'ils ont des quotidiens, maintenant il y a la liberté. Et au Maroc, un pays où, quand même, où la démocratie, c'est pas quelque chose de parce récent. que lorsque nous sommes allés à Annaba, on arrivait à l'aéroport, à Annaba. Tu avais Chiago Moujahid. Non, mais attends, mais à part ça, c'est-à-dire qu'on voulait s'informer sur l'équipe d'Algérie, on dit on va voir si on trouve des journaux sportifs. C'est qu'on a trouvé 4 ou 5 hebdos sportifs. En français. Et 4 ou 5 en arabe. On avait une dizaine d'hebdos sportifs. Le Maroc, c'est l'un des pays où les journaux se vendent le moins dans le monde, même dans le monde arabe. Je te dirais que moi, tu sais que Lino... Pourquoi? En parenthèse, j'étais président de l'Union arabe des éditeurs et distributeurs de journaux, avec un siège au Caire. Et j'ai fait le tour des pays arabes. J'étais très surpris quand j'étais au Soudan. Il y a 11 quotidiens au Soudan. 11 quotidiens sportifs. Tiens-toi bien, je dis bien 11, 10 plus 1, quotidiens, tous les jours, qui parlent de sport. Au Maroc, nous n'avons pas un seul quotidien sportif. Y a-t-il de la place aussi?
Non, mais bien sûr, il y a de la place, mais si tu veux, mais il y a des lecteurs, les terrains sont pleins. Il y a de la place en Californie, sur les plages californiennes, Ouais, mais... avec les Beach Boys, Ah, I'm So Young. ouais, je fais Hein? je C'est suis une très belle jeune. époque, ça aussi. Hein. Ouais. Et La puis corniche. cette chanson, à cette Tu, époque, tu allais en boîte sur la corniche à l'époque? j'allais, oui, j'avais une voiture de sport, tu te rappelles, j'avais une voiture décapotable, j'étais parmi les rares à avoir une voiture décapotable, les pattes Ouais, bien, ouais. bien coiffées. Ouais, ouais. Euh, Cheveux au vent. Ouais, col roulé, Ouais. puis le Col roulé, ouais. Le j'étais- col Dolce Vita, ils appelaient ça. Tu te rappelles? Le col Dolce Tu te Vita, bien rappelles, sûr. alors, ouais. Ah ouais. Et pourtant- Ah oui. Ben, mon cousin, il avait une petite MG rouge décapotable aussi. Donc, Moi j'avais une MG aussi, mais j'avais surtout une voiture dont je me souviens plus, non, ça n'existe plus ce genre de voiture. Mais j'ai qu'elle avait été décapotable de place, et tu Ouais. te rappelles. les Beach Boys, I'm So Young. MG. Avec Si Mohamed Brada, on ouvre une petite parenthèse. Les belles années, hein, la corniche, les piscines, Ouais. hein, les belles boîtes de chansons. nuit, les Les- surprises parties, les belles chansons. Ouais. Hein. Ben, c'était, je pense, une époque qu'on ne peut pas retrouver, pas nous, parce que nous n'avons plus l'âge, mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont d'autres centres d'intérêt que Ouais. nous. Si tu veux. Ouais. Tout à l'heure, tu m'as fait écouter des chansons formidables. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de très belles choses qui se font, mais on ne retrouvera jamais ces paroles Ouais. de Guy Béard ou de ces chanteurs qui nous avaient marqué à l'époque, parce qu'il y avait d'abord une très belle poésie, il y avait un très bon accompagnement musical, on comprenait ce qu'ils disaient. Moi, je suis désolé, mais il y a des chansons aujourd'hui que j'aime, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aime parce que je les entends souvent, parce qu'il y a d'autres qui l'aiment. Ah ben, je me mets dans le T'es vent. obligé d'être dans le Je ne monde, sais bah pas oui. je sais pas ce qu'ils racontent. Ouais, Mais ouais. pour moi, une chanson, c'est aussi les paroles. Alors, tu débarques à Casablanca, hein, donc du MCO, tu débarques au CMC, au cercle municipal Ben ouais. de Casablanca, Tu veux, qui tu veux était savoir une, pourquoi c'était le qui était CMC? une institution. Hein, C'était une institution, mais l'histoire du CMC, c'est très simple. Moi, je viens d'Oujda, c'était vert et blanc. ça n'a pas changé de couleur. Ouais, j'ai pas changé de couleur. Je suis allé parce que c'était vert et blanc. Et tu vas me dire, il y avait le Raja. Le Raja, il n'y avait pas de basket quand je suis venu à Casablanca. Le basket au Raja, c'est il y a 10 ans, 12 ans, je crois. L'équipe du Raja. Mais c'est pour ça, moi certains s'offusquent, d'aucuns s'offusquent parce que je dis que le Raja, le basket au Raja, c'est quelque chose de nouveau, même si on était champion et tout ça. Tu vois. Parce que j'ai assisté, moi, à l'époque, C'est vrai. j'étais à la fédération, tu te rappelles. La création du basket au Raja, c'est une affaire de 10, 12 ans, je crois, c'est tout. un peu Tout au plus maximum. peut-être, mais c'est Et c'était- ça fait même pas 20 ans. Non, non, et n'a puis pas ça vingt n'a ans. jamais été quelque chose qui intéressait les dirigeants du Raja, qui étaient des Moi, le footballeurs. basket, oui. Je me souviens des matchs de basket, lorsque le WAC jouait Ouais. en Coupe d'Europe, qu'ils avaient joué contre Benfica, ils avaient joué Oui, contre oui. l'équipe de Rapide, l'équipe de l'Austria de Vienne, tout ça. Tu te souviens de tous ces matchs? Mais je me rappelle de ces matchs où l'équipe du Maroc allait jouer aussi à l'étranger, contre des équipes africaines, contre des équipes d'Europe de l'Est, ou même j'avais accompagné d'ailleurs l'équipe nationale dans certains déplacements. Mais le Raja n'avait pas d'équipe de basket à l'époque. Aujourd'hui, ils ont une équipe de basket qui malheureusement vit de très mauvais jours actuellement. Mais moi, je suis allé au CMC. Pourquoi au CMC alors? Pas parce que c'était les Verts. Ah, c'est Allez pour les les couleurs, Verts. Moi, quand j'étais jeune, j'ai écrit Allez les Verts, Allez les Verts. Tu pouvais pas aller, ouais, bien sûr, tu pouvais pas du pouvais vert pas. passer au rouge par exemple. Non, non, pas, je pouvais pas passer. C'était très dangereux de changer de manière. C'était très brutal de changer du vert au rouge. C'était Ouais. complémentaire, mais c'était en même temps très. Les rouges étaient chez lui, le vert était chez lui. Alors, qui est-ce que tu rencontres au CMC? Ben, d'abord, il y avait un entraîneur, l'arhmou, c'est Gilali. Gilali, personnage qui m'avait marqué, d'ailleurs, il m'avait adopté lui aussi. Je suis un jeune qui vient d'Oujda, qui connaissait à peine Casablanca. C'est moi, je n'ai habité Casablanca que lorsque j'ai commencé à travailler. Casablanca, pour moi, c'était, comme je te disais tout à l'heure, c'est l'histoire et la géographie de l'école. On sait que Casablanca, c'est une grande ville, c'est la capitale économique du Maroc. Mais j'étais venu la première fois à Casablanca quand il fallait jouer au basket avec le Mouloudi à Casablanca. Et j'étais venu pour m'installer. Donc je ne connaissais pas très bien Casablanca. Et ce monsieur était tellement affectueux. D'ailleurs, il avait un fils, c'est Mohamed, que je salue, qui jouait avec nous au CMC. Et j'avais l'âge de son fils, et donc il m'a pris en charge. Et il voyait que je me débrouillais pas mal. Et j'ai joué en équipe première. Il y avait avec nous, à l'époque, il y avait 3 ou 4 Français, dont Condamine avait joué avec nous. Condamine, Il nous avait bien sûr. entraînés. Et il y avait Madame Bernabeu, je te rappelle, à la Ben oui. fédération, Madame Bernabeu. Son mari était arbitre. Ouais, son mari était arbitre. Madame Bernabé, c'était ma secrétaire à la fédération. Et puis il y avait Ibrahim Koch, il y avait Driss Fouane, il y avait
Siwan, il y avait plein de joueurs, il y avait Dr Hamouda. Je me souviens du pot d'adieu des Bernabeu, tu te rappelles? Quand ils ont quitté le Maroc. Ils habitent au Marif, hein, c'est ça? Ils habitaient au Marif. Non, on était peut-être ce soir-là ensemble. Certainement. De toute façon, on n'était pas nombreux, on était partout, on se retrouvait. Oui, à l'époque, on n'était pas nombreux, ni dans la profession de la presse sportive. Non, et puis, bon, en fait, il y avait ces valeurs humaines que je ne dis pas qu'elles n'existent plus aujourd'hui, mais quand quelqu'un partait, bon, ben, on trouvait que c'était... Oui, il y avait des il fallait le fêter, il fallait lui rendre hommage, il fallait... Ouais, il fallait être là, il fallait la valeur, le contact humain était... Bernabeu, c'était quand même un grand monsieur de l'arbitrage. Hein. Bon, il était souvent contesté, mais... Ouais, Bernabeu, il était... Je me rappelle de son visage et je me rappelle surtout de Madame Bernabeu, qui, elle, était la fédération marocaine de basket. La cheville ouvrière. C'était elle avait les statuts règlements, elle faisait de la programmation, parce que j'étais passé à la fédération. Et donc c'était grâce à Madame Bernabeu que j'ai géré cette fédération. C'est elle qui m'a dit, voilà, tu es président, mais pousse-toi là-bas et je vais te montrer comment il faut faire. Et j'étais heureux quand j'étais avec cette femme. Parce que c'est la figure emblématique du secrétaire général. Ouais. Qui en fait, c'est lui le véritable moteur d'une fédération. C'est le pivot, tout est tourné de lui. C'est le pivot. C'est lui. Bien sûr, les instructions partent du président et du comité, hein, mais après, qui exécute, c'est le secrétaire général qui fait tout le boulot. À l'époque, le président était là parce qu'il fallait un président, mais c'est pas lui qui travaillait. En particulier, moi je te dis, je parle de ce que je connais, le basket. C'était Madame Bernabeu, c'est elle qui était la cheville ouvrière de la... Alors on va revenir justement à ta présidence de la Fédération marocaine de basketball. Donc moi je vais parler un petit peu du CMC, ce qu'était le CMC avant, c'est-à-dire un club omnisport où tu avais une super équipe de foot corporative. Hein, oui, et puis il y avait... Qui était entraîné par Titi, Théo. Ouais. C'était le Real Madrid ou le Barça, allez, on va dire le Barça, sinon ils vont dire Lino et... les gens disent que je suis anti-Barça. C'était le Barça de l'époque, au plan corporatif. Oui, mais les gens, il faut qu'ils sachent que moi, je suis Barça. C'est pas grave, je suis moi très Barça. Mais on est de bons amis, tu vois. Bien sûr. Les internationaux de tennis. Oui. Alors on va parler de tout ça après. D'abord, on va faire un petit tour en Égypte. Hein. On va écouter une chanson de Mohamed Abdeloueb. Minrirli. Une très belle chanson, merci beaucoup de me faire écouter. Je sais que... Tu sais, Lino, c'est la dernière chanson qu'on a avec l'Égypte. Hein. Tu connais, mon épouse est égyptienne. Ton épouse est égyptienne, donc... Oui, bonjour Nahla. Ouais. Bonjour Nahla, c'est Lino et moi-même qui te saluons. Non, mais Minrirli, c'est aussi la dernière chanson que Abdelouhab a chantée. Et c'est la chanson qu'il voulait écrire pour Abdelhalim Hafid. Le destin a voulu que Abdelhalim Hafid disparaisse avant lui. Ouais. Et cette chanson, elle était tellement belle qu'il se l'est gardée pour lui-même. Et il avait chanté avec une voix de quelqu'un qui avait 95 ans. Et ça donne quelque chose de très très beau, non seulement par ses paroles, mais par cette voix irremplaçable. Voilà. Le café ce matin avec Si Mohamed Brada. Donc on est parti d'Oujda, on est allé à Grenoble, en passant par Rabat. On a parlé du basket, du MCO, du CMC, on a parlé du mouvement des scouts, on a parlé de Sojpress, on a parlé de la distribution des journaux, des maisons de presse de l'époque hein, qui nous faisaient rêver, qui étaient des véritables, je dirais, havres de culture et de paix hein, lorsqu'on franchissait la porte de ces magasins. C'était pas simplement pour acheter un journal ou une revue ou un livre, hein, c'était beaucoup plus. Hein, c'était un bain de culture voilà, qu'on faisait. Hein. Ouais, c'était un geste involontaire. Et on était bien, on ne sortait plus. Passer à l'environnement. Mais on ne fait pas comme aujourd'hui. En Europe, moi, ce qui me chagrine, c'est que dans les grands centres commerciaux ou dans les grandes surfaces et tout ça, il y a des gens qui sont là, qui restent des heures à lire, ils remettent la revue en place. Ça, je trouve que... c'est malhonnête. Ça. C'est malsain, c'est malhonnête. Nous, on restait une demi-heure, une heure. La valeur mais on ressortait avec des revues, on ressortait avec un bouquin, on ressortait avec un livre. Ouais, aujourd'hui, les gens se permettent de louer un journal, malheureusement, de le lire et de le remettre. Voilà. La valeur d'un journal, au fait, c'est quoi? C'est sa lecture. Quand tu le vides en le lisant. C'est dommage qu'on ne puisse pas inventer des journaux qui, une fois lus, il devient effacé. Peut-être on l'inventera un jour. Parce non, mais à un moment donné, on collait les pages, tu te souviens?
On connaît les pages, oui. Moi, je connais les pages. Ouais. Au matin du On Sahara, connaît les on connaît pages. les pages. On connaît À les pages. l'opinion aussi, je crois, non? Non, non. Qui c'est l'opinion, elle a la L'opinion, elle a le matin aussi. collait les Ouais. pages. Le matin aussi, on collait les pages. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, oui. Parce que, je vais te dire, à l'époque, j'étais donc dans la distribution, et donc, quand on a commencé à coller, on a dit, on va vendre plus, mais là, du moins, parce que les gens disent, puisqu'on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, on ne l'achète pas. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui achètent le journal, parce qu'ils le feuillettent, ils disent, ah, ça vaut le coup, je l'achète. J'achète, oui, c'est vrai. C'est une arme à double tranchant. Et puis, à l'époque aussi, les gens, pour dire, pourvu que les gens les lisent, allez, même s'ils le feuillettent, bon, pourvu que ça atteigne l'objectif, on veut que les gens soient au courant, on veut que les gens se mettent à lire, c'est pas la peine de les priver de la lecture, il y en a peut-être qui n'ont pas de quoi acheter un journal, et c'est pour ça qu'on a mis fin à cette pratique de collage de journaux. Alors, le CMC, je disais, le CMC est grand club omnisport, donc le basket, le football, les internationaux de tennis. Tennis, ouais. C'était un petit Roland Garros. Des cours de tennis merveilleux qu'il y avait au CMC à l'époque, ouais. Il y avait aussi... Ce bungalow qui était exceptionnel. Ouais, il y a un foyer magnifique, on mangeait bien en plus, il y avait ce restaurant, on allait manger, mais c'était extraordinaire. Huppé. Ah, c'est vrai. Mais tu sais, moi je suis allé sur la pointe des pieds. Moi, c'est Daniel Pilar qui m'a amené avec Mathéos, Jean-Pierre Dominique. C'est la première fois que je mettais les pieds dans un club de tennis. Tu vois, Branche-Noire qui débarque au tennis. Et tu sais, c'était ouvert à tout le monde. Et on avait l'impression que c'était privé. C'était privé, bien sûr, c'était un club privé, mais tout le monde pouvait venir. Mais les gens ne venaient pas. Et c'était tellement respectable comme endroit. Mais oui, justement. Ça inspirait le respect, ça inspirait... Tu rentrais comme dans une mosquée, vraiment. On allait dans un lieu où on priait. Tu respectais. Moi, je me souviens quand on allait pour les internationaux du tennis et quand on débarquait sur les gradins, on était très respectueux. On était envoûtés d'abord par le public. Hein. On voyait ce public, ces dames en capeline et tout ça, en chapeau. C'était très élégant, très... Oui, le décor n'était pas le même. Il y avait juste à côté, évidemment, l'USM. Salut, Président Mjid. Président Mjid, oui. Ouais, bien sûr. Je le salue bien. C'est une figure emblématique du CMC, puisqu'on parle tennis Zawi. Exactement, aussi. Et d'autres auxquels nous avons une pensée très affectueuse aujourd'hui. Tous ceux qui ont fait beaucoup pour le sport marocain, surtout dont les noms ne sont pas connus et qui sont vraiment des soldats inconnus du sport marocain. L'athlétisme au CMC. Oui, il y avait l'athlétisme, il y avait le cyclisme. Grand club, le cyclisme. Oui, il a donné des champions. Ouais, et c'était le club qui devait rester, il avait tous les moyens, objectivement. Le CMC, c'est le cercle municipal, le cercle municipal de Casa. C'est l'équipe qui dépend directement de la mairie de Casablanca. Donc, je m'imagine mal aujourd'hui ce club arriver là où il est, par exemple, que ce soit en basket, en tennis ou en autre. Pourquoi c'est l'un des clubs les plus pauvres. Je te parle de basket actuellement, le CMC qui était en deuxième division. Bon, cette année, il passe. Alors, ça devrait être la locomotive du sport casablancais. Mais ça devrait être le champion. C'est le club qui devrait avoir tous les moyens. Regardez, même le club lui-même est moins bien que des clubs comme celui du WAC ou autre, où on a plus de plaisir à aller. Le CMC, voilà, si vous êtes 2000 personnes, je crois qu'il n'y a pas de place pour plus, et on ne joue pas d'ailleurs, les compétitions, on les joue ailleurs qu'au CMC. Ce n'est que depuis 2 ans que le terrain, qui a été couvert il y a un moment, parce que c'était même pas couvert. J'ai oublié la pétanque. Ouais, la pétanque à côté, tu te rappelles, c'était le parc de la Ligue Arabe. Le parc de la Ligue Arabe, il y avait le fameux concours de la pétanque. De pétanque, c'était le premier. Le premier de la saison, hein, c'était au début octobre, fin septembre, début octobre. On commençait par le critérium du cercle municipal. C'était le grand concours du cercle municipal. Il y avait 320 triplettes, c'est-à-dire ça faisait pratiquement 800, 900 personnes qui jouaient à la pétanque. 900 personnes. Le spectacle, c'était pas le jeu. C'était pas seulement le jeu, mais c'était tous ces spectateurs aussi. Absolument. La qualité de ces gens qui venaient suivre la pétanque. Et tu te rappelles, Lino, juste à côté de la pétanque, juste derrière, il y avait le terrain de volley. Oui, il y avait le terrain de volley. Et un autre truc qui a disparu aussi, c'est la boule fédérale. Alors là, c'est un autre grand scandale du sport casablancais. La disparition d'un club aussi prestigieux que la boule fédérale. Qui était pas loin du petit Marocain. Oui. Tu te rappelles, là où on descendait, c'était là, la boule fédérale. La boule fédérale, non, je parle de la Ligue Arabe. Ligue Arabe, mais le club de pétanque qui avait... Ah oui, l'USM. L'USM, c'était les boules là-bas. Ça aussi, ça n'existe plus. Ben oui, ça a disparu. C'est en train de disparaître.
Ça, c'était un petit C'est feu. juste en face de... Un petit feu. Alors qu'il y a il y avait des gens comme Vira, comme Claude Allaire, Ah oui, il y avait de noms qui jouaient tous les soirs, on allait les voir. Attends, les gars, ils revenaient de championnat du monde et puis ils étaient très humbles, tu vois, de leur personne. Le gars, il revenait d'Australie, d'un championnat du monde, et puis il a à peine débarqué de l'avion. Qu'est-ce qu'il faisait? Il passait à la maison, embrasser sa femme et ses enfants, et puis tout de suite, il venait faire une partie en club, tu vois. Ouais, mais quel spectacle il y avait, parce que, comme je te disais, ces spectateurs et même ces joueurs, c'était un peu international. Il y avait tous les Italiens, les Espagnols, les Marocains, je sais pas, il y avait pas que des Marocains. On avait l'impression qu'on était dans un terrain étranger, tellement il y avait des étrangers. Il y avait les Oujdi aussi, il y avait Kouider, le regretté Kouider aussi. Hein. Oui, les Oujdi, tu sais, c'est les champions du monde de pétanque. Les Oujdi, nous sommes partout. Nous sommes partout. Et on fait tellement de bruit qu'on nous reconnaît rapidement d'ailleurs. Ouais. Alors, CMC Azuc, comment te vient l'idée de fonder avec tes amis l'Azuc? J'ai arrêté de jouer depuis que j'ai eu des aventures avec le CMC. Je t'en raconterai une seulement. Le jour où le CMC, on était en déplacement, on devait jouer contre Oujda. Et moi, c'était mon premier déplacement à Oujda avec une équipe autre que le MCO. Enfin, jouer à Oujda, mais pas avec le MCO. Donc, porter la tenue vert et blanc, mais pas celle du Mouloudia. Et j'étais bien sûr hué à Oujda. Et notre entraîneur, Moubaj Zilali, m'a fait jouer. Il m'a dit, je ne vais pas aller à Oujda, je ne peux pas jouer contre le Mouloudia. C'est à l'époque, on avait le maillot. Tu dis, tu te tues pour ton maillot. Mouloudia, comment tu peux jouer dans un autre club? Il y avait un gars qui était roi, qui ne pouvait jamais jouer. C'était une manière. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on ne pouvait pas changer de club. Si je veux changer de club, j'exagère, mais c'est changer de religion, changer de parti, ou changer, c'est pire encore. Changer de club, c'est impossible. Donc, moi, Mohamed Barada, où je dis fier de l'être, jouer contre Oujda. Et quand j'étais à Oujda, je pensais que j'allais être bien reçu. Enfin, chez moi, j'étais très très mal reçu. J'étais reçu avec des jets de pierre. Et j'ai eu la malchance d'être très adroit ce jour-là. Ce jour-là, j'étais très adroit. Donc, premier ballon, je tire un 3 points, je marque 3 points. Et tout le monde sifflait. J'ai reçu un coup d'ailleurs, j'ai eu une pierre, je me rappelle, sur ma fesse gauche. Et j'ai demandé à l'entraîneur de sortir. Je suis sorti et les gens ont gueulé. Comment tu peux jouer contre nous? Tu as oublié le pain qui t'a fait naître, l'eau que tu as bu à Oujda, que Dieu ne te pardonne jamais. Bon, à l'époque, c'était très fanatique, tu sais. Comment. Et j'ai pas pu jouer. J'ai joué peut-être 5-10 minutes. J'étais parmi les premiers à jouer. Et puis ce jour-là, j'allais dire, pas comme plus que d'habitude, j'étais vraiment très adroit et il fallait que je sois à Oujda adroit. Alors on va enfourcher nos bicyclettes parce qu'il reste, on est presque arrivé, tu sais. Alors on va écouter Yves Montand à bicyclette, et puis on va revenir en courant pour terminer l'émission. On va pédaler. Nous sommes dans la ligne droite, on serait entre Taza et Oujda. Voilà. En fait, si on était parti de Casablanca, qu'on avait pris le train de nuit, voilà, on serait à peu près du côté de Taza, hein, on serait presque arrivé à Oujda, hein, voilà, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure, hein, avec mon ami Si Mohamed Brada. Donc, vous avez l'idée de fonder l'Azuc, hein, donc avec Kamal, avec Nordine Brada qui a joué à haut niveau en France, hein, au handball. Handball, oui, il y avait deux. Parce que il y avait l'Azuc, il y avait un monsieur Abdelkader El Mazini, c'est lui qui a fondé proviseur du lycée Mohamed V. L'association, il était directeur, proviseur, puis il était chef de, je sais pas quoi, inspecteur général de l'enseignement et tout ça. Et puis il m'a appelé, c'est Abdelkader, il m'a dit, bon, il faut que tu crées le basket, regarde le hand, ça marche très bien, on a créé le club, on est champion du Maroc. C'est vrai, il y avait tous les grands noms de l'Azuc handball, dans l'équipe nationale, sur 7 joueurs, il y avait toujours 5 dans le terrain qui étaient de l'Azuc. Tu te rappelles cette époque? Et puis voilà, l'Azuc, ça marchait en hand. On m'a dit, pourquoi tu fais pas le basket? Il faut que tu le fasses. Et c'est comme ça, avec Kamal, avec Nordine Gdira. Et animé par cette volonté de faire de l'universitaire, le sport aussi. Et on a créé donc l'Azuc. Et c'est par l'intermédiaire de l'Azuc que j'ai pu être président de la Fédération marocaine de basketball. Et tu avais succédé à Hamouda, non? Non, Hamouda m'a succédé. Moi j'étais avant Hamouda, après Maître Alami. Après Maître Alami, oui. Maître Alami, qui dans des circonstances tout à fait particulières a dû quitter brutalement le basket. Et donc j'ai été appelé à la rescousse
pratiquement plébiscité par tous les clubs. Il faut dire que l'ASUC avait fait son chemin, on était premier dans le classement, on était très connu de l'ASUC, et donc j'étais président de la fédération. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu m'occuper du sport national pendant 3 années. Ouais, le basket aujourd'hui, tu y vas encore? Tu vas de temps en temps au Alors, match? je te dis, je crois que le basket, c'est l'un des sports, lorsqu'on l'a pratiqué, on continue à le pratiquer. Je suis désolé pour toi, Nino, mais moi, je continue à jouer au basket avec les anciens. Je continue à jouer avec les anciens. Oui, mais je suis bien sûr de près le basket. Je vais voir tous les matchs de basket, ou presque. J'ai tous mes amis dans le basket. Je suis ça d'un peu loin. C'est malheureux ce qui se passe au basket, mais ce qui se passe au basket, c'est ce qui se passe dans le sport d'une manière générale. Je sais pas, c'est peut-être l'essence même de votre radio, le sport. Il faut que je dise. Bah oui, récemment dans une émission le matin, on disait qu'en fait on avait eu l'ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7, du Maroc et du Kenya, et ensuite il y a eu une intervention d'un de mes consultants, et on disait qu'en fait il suffisait de remplacer le mot rugby par basket, volley ou handball ou ce que tu veux, ou natation, et le texte reste le même. Le texte reste le même. Mais je vais te dire, Lino, pour corroborer ce que tu viens de dire, l'autre fois j'ai écouté l'émission de mon ami Lellem de l'international. Abdelrazak Allam, oui. Salut Abdelrazak, d'ailleurs j'ai été le voir après l'émission. Mais j'ai envie pas de plagier, mais de dire exactement ce qu'il avait dit. Tu sais, aujourd'hui, il avait dit l'élève, je me rappelle, il avait dit un truc, il a dit aujourd'hui, il y a des dirigeants qui ne savent pas si le ballon, il y a de l'herbe dedans ou de la paille. Je ne sais pas, tu te rappelles de cette phrase? Et c'était pas de l'ironie, il a raison. Aujourd'hui, le sport, c'est un problème d'encadrement. Moi, je prêche pour une réorganisation de la charte de sport, je prêche pour un cahier de charge. N'importe qui ne peut pas être dirigeant de sport. N'importe qui n'a pas le droit d'être dirigeant. D'ailleurs, dans la presse aussi, n'importe qui n'a pas le droit d'être directeur d'agent. Il faut mettre quand même des garde-fous. Il ne faut pas laisser le sport entre les mains des gens qui n'ont jamais fait de sport, qui n'ont aucune notion du sport. Le sport, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, plus que jamais. Mais avant, nous avions des dirigeants qui étaient des pédagogues, qui étaient nos maîtres, qui étaient nos profs, qui étaient... Aujourd'hui, je suis désolé, à quelques exceptions près, qui s'occupe du sport de notre pays? Et je pense que si on parle, comme tu as dit, du foot, du basket, du hand, ou du rugby, ou du volley, comme a dit l'Hélène, le problème, c'est un problème d'encadrement. Tant qu'on marginalise les gens qui ont pratiqué le sport, qui ont le sport dans le sang, tant qu'on confie la gestion du sport à des gens parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils font de la politique, ou parce que, comme disait l'autre, on ne leur demande pas qu'est-ce que tu sais faire, on leur demande qui t'envoie ou qui tu connais. Qu'est-ce que tu sais, qui tu connais. Alors, tant que la question est posée autrement, on aura des résultats. C'est très simple, ça justifie les moyens, les conséquences justifient les moyens. Et à mon avis, le problème d'encadrement est posé dans le sport. Je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience. D'ailleurs, le désastre que nous vivons dans le football, tout le monde est d'accord. C'est aussi une question d'encadrement, c'est une question de dirigeants. Moi, je respecte tout le monde, je salue tout le monde. Bravo de s'occuper du sport, mais s'il vous plaît, écartez-vous, laissez-nous passer, laissez les sportifs s'occuper du sport, laissez les gens qui ont pratiqué, laissez les gens qui ont abandonné leur carrière pour le sport, qui ont tout sacrifié pour le sport, pour eux le sport est quelque chose d'essentiel dans notre vie. Laissez-les, ou alors demandez au moins leur avis quand vous voulez parler de sport. Entourez-vous d'eux. Et voilà pourquoi le sport aujourd'hui, tu parlais du basket, c'est la même chose pour tout. Alors aujourd'hui, on dit gérer le sport comme une entreprise. Toi, tu as fait le contraire. Tu as géré une entreprise comme on gère un club, où tu as instauré une espèce d'esprit d'équipe. Hein. C'est que lorsque tu as fondé Sapresse, on t'a mis sur Sapresse, évidemment. C'est Sapresse, bien sûr. Voilà. Sapresse, donc c'est 77. Tu commences dans un petit garage, hein, tu te souviens, Mère Sultan, et les journaux arrivaient. Ils étaient parqués sur le trottoir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. On demandait aux gens de passer de l'autre côté. Les triporteurs. On travaillait dans la rue. Pratiquement dans la rue, oui. Oui, écoute, la presse nationale avait besoin d'un moyen de pénétrer dans certaines parties du Maroc où les journaux n'arrivaient pas. C'est parti de cette idée que j'ai rassemblé autour d'une table les leaders politiques qui étaient au même temps des directeurs. Là, je m'excuse de t'arrêter, mais une fois on était autour du Maroc avec Ali Bouadar, et puis il avait fait un papier, et puis on va dans un kiosque justement pour prendre la vigie. Et puis c'était Maroc Soir déjà. Et le gars il dit Maroc Soir. Je n'ai pas de Maroc Soir.
le kiosque ne connaissait pas Maroc Soir. Il n'était pas distribué dans le petit patelin à côté de tes tours. Ben, c'est comme ça que l'idée était venue, donc, de créer sa presse. C'était les directeurs des journaux nationaux à l'époque, l'Alam, l'Opinion, Tihad, Bayan, etc. C'était des noms, c'était Krimrilla, Bliazri, tout ça, qui m'ont confié cette tâche de créer une société de distribution authentiquement marocaine, très adaptée aux spécificités de la presse quotidienne marocaine surtout, puis de la presse marocaine générale. Bon, c'est une expérience qui a donné ses résultats. Je vais te dire une chose, c'est grâce au sport que j'ai réussi dans ma vie professionnelle. Je sais, justement. C'est le sport qui m'a appris qu'on pouvait perdre un jour pour gagner une autre fois. C'est le sport qui m'a appris que pour gagner, il faut travailler dur. C'est le sport qui m'a appris qu'il fallait se réveiller tôt pour préparer son match. Donc toi, tu es l'exemple contraire, c'est-à-dire que voilà, tu as importé le sport dans l'entreprise. Ah oui, c'est le sport qui m'a appris. Pas l'entreprise dans le sport. Je vais te dire surtout le sport d'équipe, la différence. Pour le sport d'équipe, ça m'a appris qu'il y en a un seul qui peut marquer. Qui marque. Mais c'est toute l'équipe qui gagne. On ne peut pas être deux à marquer un même but, un même panier ou un pénalty. Ce n'est tiré que par une personne. Mais enfin, c'est toute l'équipe qui a gagné. Voilà. Et c'est cet esprit d'équipe qui est très large, tu sais, l'esprit d'équipe. Et c'est le sport. Quand on n'a pas pratiqué de sport, à mon avis, on ne peut pas être un bon gestionnaire. Et c'est pour ça que si le sport a besoin de gestionnaires, les gestionnaires ont besoin d'être sportifs aussi. Voilà. On va terminer. Donc, quel pourrait être le mot de la fin, le message aux jeunes d'abord, aux jeunes du monde du travail et aux jeunes sportifs? Ben, je demande tu as une double, aux jeunes d'aujourd'hui tu as réussi, alhamdoulilah, dans les deux tableaux. Quoi, sur les deux tableaux. Oui, tu es gentil, Lino, mais je vais te dire, moi, je pense que dans la vie, il faut être persévérant, il faut rester humble, et il faut rester avec cet esprit sportif qui fait qu'on salue l'adversaire, qu'on lève la main du boxeur qui a perdu et qu'on fait très attention à notre vie, même notre vie privée. On fait très attention pour que les gens nous respectent. Il faut qu'on soit un modèle. Il faut essayer d'être à l'image de ce qu'aiment les gens voir en nous. Il faut être très discret. Et le sport nous apprend énormément de choses. J'invite tous les jeunes à pratiquer du sport, n'importe quel sport, parce que c'est le sport qui leur permettra d'être en bonne santé. C'est parce qu'ils seront en bonne santé qu'ils vont réussir dans leur travail, dans leur vie professionnelle aussi. C'est ce que je ne cesse de répéter à mes petits-enfants, qui sont très sportifs d'ailleurs. Si tu permets, je vais faire un coucou à Yacine, Youssef, Sami, et puis le petit Naïl surtout. Alors, c'est que des garçons, j'ai 4 petits-enfants, c'est des garçons. Ils sont tous très sportifs. Et si leurs parents s'occupent d'eux sur le plan scolaire, moi j'ai le beau rôle, je m'occupe d'eux sur le plan sportif. Et j'en suis fier parce que j'ai réussi à faire venir avec eux tous leurs copains de classe pour les initier au sport, puisque, comme tu sais, j'ai une petite maison où j'ai une partie réservée au sport, et je suis tout content quand je vois un petit enfant pratiquer le sport avec moi. Ben ça, c'est le mot de la fin de Mohamed Berrada. Alors évidemment, quand on dit Mohamed Berrada, on pense journaux, on pense presse, on pense distribution de journaux, mais Mohamed Berrada, c'est autre chose, hein. C'est le sport, c'est le basket, c'est le MCO, le CMC, la ZUC, la Fédération royale marocaine de basketball, voilà, et beaucoup de succès. Donc, merci Lionel de m'avoir. Merci beaucoup à toi et aux éditeurs que je salue bien sûr, et merci pour m'avoir fait rappeler un certain nombre de choses que je pensais oublier, mais au fait, je les oublierai jamais. Comme je n'oublierai jamais l'amitié. Un Mohamed Berrada 2, un peu comme Rocky 2, Rocky 3. C'est gentil, de toute façon, le plaisir pour moi. Merci beaucoup, Barakallahu Fik, d'avoir été avec nous ce matin. Bon samedi à tous.